Bonjour à tous. Alors, on a vu dans les précédentes vidéos les avantages de la mondialisation agricole, comment elle a mis fin à la famine dans les pays qui en bénéficient, et les inconvénients de l'autosuffisance alimentaire qui, au-delà d'un certain seuil, rendrait rédhibitoire une mauvaise année, et donc signifierait le retour de la famine. On a vu les inconvénients de la mondialisation agricole qui contraint la biodiversité, et les avantages de l'autosuffisance alimentaire qui redonne du lien social, qui redynamise l'économie locale. Mais on n'a pas encore abordé le pan sur la spéculation sur les marchandises agricoles. Et ça, c'est quelque chose, tout le monde en parle, tout le monde s'entend sur le fait que c'est scandaleux, et personne ne dit jamais pourquoi. On dit la spéculation crée la faim dans le monde, mais bon, on ne dit pas pourquoi, on ne sait pas comment, finalement on n'entend jamais vraiment d'explication là-dessus. Le fait que des individus conservent des super tankers dans les ports pour maintenir le marché sous tension et faire monter les cours, c'est pas ça qui fait crever de faim un Africain, je veux dire, évidemment pas. Ça ne peut être que sans lien direct. Donc il y a autre chose. Et en réalité, c'est que ce phénomène-là n'est pas la spéculation agricole. C'est juste un de ces paramètres. C'est ni le premier ni le dernier. En réalité, la spéculation agricole appartient à un cercle vertueux si vous êtes trader ou actionnaire d'une multinationale. Et le fait d'acheter des super tankers pour laisser pourrir le blé dans les ports n'est qu'un des éléments de ce cercle. Hein. C'est un point qui se situe n'importe où autour de ce cercle. Et donc, je vais tenter de simplifier cette espèce d'énorme système qui s'est mis en place et qui est d'une extrême complexité. Ça nécessiterait des dizaines de vidéos, donc on va pas entrer dans le détail. Je vais dégrossir ça à la hache. Je vais tenter de le faire parce que c'est vraiment quelque chose d'énorme. Je vais essayer de vous définir cette logique. Vous appréhendiez l'ensemble du problème dans sa globalité. L'histoire de la faim dans le monde commence à la colonisation. Lors de la colonisation, on a dépouillé les indigènes de leurs terres pour y mettre en place notre agriculture, qui était donc qui usait donc d'autres technologies, d'autres techniques qui ne leur appartenaient pas et qu'ils ne maîtrisaient pas. Et nous avons utilisé ces gens comme nos esclaves pour travailler dans ces champs que nous exploitions selon nos techniques agricoles de l'époque. Puis à la décolonisation, nous leur avons laissé ces terres et cette agriculture qui nous appartenait, qui était réalisée par nous, pour servir de grenier, et eux n'avaient pas la capacité de la reprendre telle qu'elle. Ils n'en avaient pas les compétences, et donc ces terres sont tombées en désuétude. Et les indigènes qui n'avaient donc plus de lopin de terre pour se nourrir ont commencé à connaître la famine. Et donc, entre-temps, s'est installé un système de financiarisation de la mondialisation de l'agriculture qui s'est développé. Et la décolonisation s'est produite il y a un peu plus de 50 ans. C'est vers la moitié du siècle, alors que la mondialisation agricole s'est produite un demi-siècle auparavant. Et donc tout un système s'est mis en place. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui l'a pensé, s'il a été volontairement organisé comme ça. Je crois plutôt que c'est la résultante de l'évolution de la civilisation humaine. Mais après la décolonisation, du coup, on a créé l'aide alimentaire. Et cette aide alimentaire avait ce site particulier que toute production locale n'avait plus de raison d'être.
puisque la population mangeait gratuitement. Donc ça coupait court à l'agriculture, au développement des pays. Ça donnait à manger aux populations qui avaient faim, mais pas suffisamment, très insuffisamment même, et ça coupait court toute velléité de développement. Alors on a installé l'aide au développement. Alors, tous les États des pays avancés se cotisent et ils investissent dans l'aide au développement pour permettre l'émergence économique dans les pays qui connaissent la faim et donc déployer l'agriculture. Seulement, en réalité, cette agriculture reste largement non concurrentielle parce que chez nous, si vous voyez le prix d'un paquet de pâtes ou d'un paquet de riz, en tout cas dans les premiers prix, vous voyez qu'il n'est pas beaucoup plus cher que le prix de la matière première qu'on paye aux producteurs. Tout simplement parce qu'on subventionne la nourriture. La spéculation chez nous n'a pas cet effet de rendre la nourriture plus chère, puisqu'il n'a jamais été aussi bon marché de se nourrir. Jamais. Les gens ont beau dire qu'il y a de l'inflation, que la bouffe coûte de plus en plus cher, c'est pas vrai. C'est jamais dans toute l'histoire de l'humanité il n'était aussi bon marché que de se nourrir, en tout cas dans les pays qui bénéficient de la mondialisation agricole. C'est aujourd'hui la nourriture, la part de budget des ménages dédiés à l'alimentation est infiniment plus faible qu'il y a encore quelques décennies. Je veux dire, tout au long du siècle, on n'a pas arrêté de baisser, et aujourd'hui elle représente quelque chose comme 17%. C'est infinitésimal. Il y a des pays où c'est 100%, ou très similaire. Au Kenya, quand il y a eu la crise céréalière en 2015, le budget dédié à l'alimentation des ménages est passé à 130%. Donc ça veut dire que ça coûtait plus cher de se nourrir que ce que les gens gagnaient. Donc voilà, nous on est à 17%. Voilà. À partir de là, donc la question de la spéculation ne se pose pas à ce niveau-là. Mais le fait est qu'on subventionne le producteur à l'origine pour travailler. C'est le cas chez nous avec la PAC. Aux États-Unis, ils ont leur système de subvention directe. Et on subventionne aussi après les échanges internationaux à l'importation et l'exportation de cette nourriture, ce qui permet d'avoir une alimentation à très bon marché. Et donc ça crée des opportunités, un effet d'opportunité, parce que ça attise les multinationales qui sont intéressées par ces subventions. Et donc elles achètent des terres chez nous, bien sûr, pour produire massivement, mais aussi dans ces pays où les terres, où les nations n'ont pas les moyens de développer une agriculture, parce qu'elle n'est pas assez concurrentielle par rapport à la nôtre, qui est largement subventionnée. Les États en question n'ont pas les moyens de subventionner leur agriculture, et donc elle n'est pas concurrentielle, donc comme ce n'est pas rentable, eh bien elle ne se développe pas. Alors les multinationales profitent de cette opportunité pour acheter massivement des terres pour des prix ridicules, quitte à pour cela générer de la corruption, à payer les décideurs pour qu'ils acceptent des conditions iniques, des contrats de location de 100 ans à des prix dérisoires pour des surfaces gigantesques, moyennant quelques millions au passage, histoire de bien se sortir de la mouise, ainsi que ses descendants. Et donc ces multinationales vont ainsi créer une agriculture locale, massive, industrielle, mais qui ne va pas bénéficier aux populations locales, parce que leur objectif c'est de l'exporter pour aller pour l'envoyer sur le marché mondial et donc bénéficier des subventions lors des échanges, ce qui permet d'en baisser le prix et donc de l'acheter pour la maintenir ensuite dans des supertankers qui vont maintenir accostés au port pour maintenir le marché sous tension et donc faire monter les cours pour pouvoir les vendre. Ce faisant, ces supertankers voient la qualité de leur fret se dégrader, qui entre en fermentation. Comme elle est trop dégradée, ça n'a plus de valeur. Alors les traders, les multinationales, achètent de la production fraîche,
qu'elles vont mélanger avec cette production pourrie qui a servi à maintenir le marché sous tension. Donc elles vont abaisser la qualité de la bonne qualité, mais qui jusqu'à un seuil où elle sera suffisamment de suffisamment mauvaise qualité pour absorber la merde qu'ils ont fait pourrir, mais pas trop pour que ça se vende quand même. Et donc encaisser les résultats de leur spéculation. Donc ça fait qu'on baisse le niveau de qualité moyen de l'alimentation par ce biais. Mais en plus, ça fait que donc ces multinationales deviennent leur propre source de matières premières pour redonner de la qualité à la qualité qu'ils ont laissé pourrir sur les tankers sur lesquels ils ont spéculé, de manière à pouvoir les vendre. Et ainsi, ils deviennent leurs propres spéculateurs sur les conséquences de leur spéculation, grâce aux subventions des gouvernements à l'aide au développement. Plus on donne d'aide alimentaire au pays, moins ils se développent, moins l'agriculture se développe. Et donc, plus ça rend les terres inertes et donc accessibles à bon marché pour les multinationales, et donc plus les multinationales se gavent de ces terres grâce à l'aide alimentaire qui sert à nourrir la population. Ensuite, c'est elles qui encaissent l'aide au développement, puisqu'elles créent des agricultures locales. Ensuite, elles bénéficient des subventions à l'import-export, qui leur permettent ensuite d'avoir de la matière fraîche pour réparer les dégâts de leur spéculation. C'est quelque chose d'assez inouï, et donc ça fait que l'agriculture, même lorsqu'elle se développe dans ces pays, en réalité ce ne sont pas eux qui en dépendent, et finalement tout ce système n'est qu'une gigantesque pompe de l'argent dans la poche des pauvres vers les poches des riches. C'est le ruissellement, le fameux ruissellement dont on nous gave ces derniers temps. De la vapeur ruisselle de la poche des pauvres qui va se condenser en liquide dans la poche des riches. Voilà, c'est le fameux ruissellement, c'est de la condensation, c'est un effet de contre-gravité, ça monte vers le haut, ouais. À cause de la force centrifuge, parce que la Terre elle tourne, vous voyez, alors l'argent il a tendance à gonfler, à s'éloigner, quoi. Alors voilà, on en est là. Et ça, c'est le véritable système de spéculation. Et donc, ça fait que d'un côté, la nourriture est, bien que subventionnée chez nous, est en réalité beaucoup trop chère pour ces gens, que eux ne peuvent pas produire leur propre nourriture, puisque toute culture chez eux ne sera pas concurrentielle en raison des subventions chez nous. Et donc, c'est ce qui crée la faim dans le monde. Il faut imaginer que si on réduit les subventions chez nous, que ce soit sur la nourriture ou sur la production, le prix de la bouffe va tellement augmenter que c'est pour le coup qu'on aura des hystériques en tunique flavescente plastique qui vont gueuler sur les ronds-points. Hein. C'est parce que là, alors le pouvoir d'achat, il va s'en prendre un coup, mais alors magistral. Hein. Donc on ne peut pas baisser les subventions aux agriculteurs, ou alors il faudrait que les cours montent. C'est l'un ou l'autre, et si les cours montent, eh bien le prix de la nourriture augmente. Si on baisse les subventions aux importations, le prix de la nourriture va augmenter aussi, puisque le prix de la matière première va augmenter. Et donc la seule solution pour mettre fin aux conséquences de la faim dans le monde, c'est que les pays concernés par la faim dans le monde voient leur agriculture locale se développer à leur bénéfice. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit des multinationales venues de loin qui cultivent pour exporter, ce soit des agriculteurs locaux qui créent leurs exploitations et qui cultivent quitte à exporter. Mais c'est une exportation qui, dans ce cas-là, ne bénéficiera pas à une multinationale, mais aux agriculteurs locaux qui donc vont payer des impôts, des charges, vont faire vivre l'économie locale et donc permettre à la nation d'importer ce qu'il lui faut pour nourrir sa population en échange. Et donc on aura l'intégration dans le grand schéma de la mondialisation agricole, en plus d'avoir une petite agrologie locale qui nourrit la nourricière de sa population, comme on a chez nous en fait, même si on est allé un peu loin dans la mondialisation. C'est en train de s'inverser, hein, on recrée des petites productions locales, il est question d'avoir de plus en plus de fermes de plus petite taille, donc on revient un peu en arrière, ça s'équilibre, hein, il y a toujours cet effet de balancier, mais dans les pays comme l'Afrique ou l'Asie ou l'Amazonie, ils n'ont pas cet effet-là. Les multinationales contrôlent le développement des terres, et donc d'un côté, si elles ne peuvent pas les acheter en Afrique, elles déboisent en Amazonie. Hein.
Non, on en est là. On voit qu'en Indonésie, l'Indonésie a son agriculture qui se développe, mais c'est de l'huile de palme qui appartient à des compagnies multinationales non indonésiennes. Et donc la population n'en reçoit les fruits qu'au travers des misérables salaires qu'on leur donne pour travailler dans les plantations. Alors c'est mieux que rien. Ça développe l'Indonésie, ça l'aide à monter, mais c'est rien par rapport à ce que les multinationales gagnent à travers ce trafic. Et on en est là. Et donc c'est là que la spéculation agricole engendre la faim dans le monde. Je pense que les multinationales, comme tous les géants, ne sont plus d'actualité au XXIe siècle et qu'à terme, eh ben, elles vont finir soit par périr, soit par se démocratiser. Mais dans l'immédiat, je ne vois pas d'autre solution que simplement favoriser directement le développement, c'est-à-dire qu'au lieu de donner de l'argent aux gouvernements locaux qui vont reverser aux multinationales, qui vont les corrompre pour pouvoir obtenir les terres, et ensuite qui vont encaisser cet argent, cette aide au développement pour cultiver les terres, eh bien que cette aide au développement, il faudrait la donner directement, il faut former des agriculteurs, et puis il faut leur donner de l'argent, il faut leur permettre de créer leur exploitation, de manière à développer une agriculture locale qui marche. Voilà. Mais alors c'est un vrai travail, et c'est ce à quoi s'emploie l'ONU en ce moment. Je dis en ce moment, ça fait une vingtaine d'années, et qui augmente la pression pour aller plus loin, plus vite, parce que la faim dans le monde augmente de nouveau en raison du réchauffement climatique. En raison du réchauffement, des terres qui étaient parfaitement arables n'ont des fois pas connu de pluie depuis des décennies. Ça devient une véritable atrocité. Quand il ne pleut pas chez vous depuis 2 ans, déjà c'est catastrophique. Imaginez des terres qui n'ont pas connu de pluie depuis 40 ans. Même si vous avez un peu d'eau pour irriguer, je veux dire, ça ne suffira jamais pour avoir une vraie agriculture. Et donc le réchauffement climatique fait que ces terres s'appauvrissent, et donc ça nécessite des efforts supplémentaires avec de nouvelles techniques agricoles pour lesquelles il faut former les agriculteurs, comme l'agroforesterie, parce que d'avoir des arbres créent de l'ombre, ça permet d'avoir des cultures alternatives au milieu des champs, et donc ça permet d'avoir des champs, de créer des écosystèmes, des mini-écosystèmes, qui non seulement contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique, mais permettent le déploiement d'une agriculture locale. Encore faut-il le faire, et ça nécessite des fonds qui ne doivent pas aller dans les poches des multinationales. Je n'attaque pas les multinationales, je dis que là, elles font leur job, hein, je veux dire. Leur job, c'est quoi? C'est de piquer le pognon qu'on veut bien leur donner, hein. Qu'on cesse de le leur donner, quand même. Voilà, c'est tout. Parce que c'est pas à elles que cet argent est destiné. Cet argent, c'est le vôtre, et puis je ne crois pas que vous appréciez qu'on le donne aux multinationales pour que les actionnaires puissent se faire des pendeloques sous-pubiennes en matière dense et jaune brillant. À bientôt.